Bienvenue à ce nouveau numéro de votre chronique consacrée à l'économie et finances ici en République démocratique du Congo sur Canal King Télévision, bien entendu. Et aujourd'hui, il sera question de forces et faiblesses de l'inspection générale des finances. Vous le savez, dans une lettre ouverte adressée au président de la République, l'opérateur économique Lenny Ilondo Yenkoy, membre de la Fédération des entrepreneurs d'entreprises du Congo, FEC, a décelé 6 anomalies dans le fonctionnement actuel de l'IGF. Et il dénonce l'imbroglio entretenu par Jules Alinguetti, qui est, vous le savez, le chef de service justement de l'inspection générale des finances, dans une lettre, comme je l'ai dit, ouverte, adressée au président de la République. Peut-on considérer cela comme un procès déjà qui s'ouvre contre l'inspection générale des finances? Quel est le fondement même de cette lettre ouverte? On en parle avec Gabi Koupa Bekanga, qui est journaliste économique. Il est avec nous. Gabi, bonjour. Bonjour Jacques. Alors, bien avant d'aborder ces sujets sur l'IGF, l'actualité est dominée par cette histoire, cette affaire de My Gold de rêve. Alors finalement, de quoi il s'agit? Bon, My Gold de rêve, c'est un peu cette pseudo-institution financière qui s'est installée au Congo, où les gens, les petits épargnants, vont laisser de l'argent moyennant le retrait de quelques intérêts après quelques jours. Mais c'est vraiment de l'escroquerie pure et simple, parce que ce qui se passe aujourd'hui ne peut surprendre que ceux qui veulent être surpris, parce que toutes les prémices d'une opération mafieuse était déjà là. C'est un peu ce qu'on a connu avec Deutsche Bank, ce qu'on a connu avec les Ougandais, ce qu'on a connu avec le phénomène Bindu. Mais la responsabilité première revient d'abord aux décideurs. Je ne sais pas pourquoi le gouvernement de la République et la Banque centrale du Congo ont laissé une telle structure s'installer. Et justement, c'est la Banque centrale qui a décidé du scellé même des installations de My Gold. Ah oui. En tant qu'autorité de régulation. Ah oui, parce que dans les attributions de la Banque centrale, c'est l'autorité de régulation des institutions financières, dont les microfinances, mais c'est aussi une institution de régulation des banques commerciales. C'est l'interface entre les banques étrangères et la République démocratique du Congo. C'est l'interface entre les institutions de Bretton Woods et la RDC. Donc c'est la caisse de l'État. Donc la Banque centrale du Congo a laissé les Congolais tomber dans ces pièges. Malheureusement, avec la cécité qui nous frappe, beaucoup d'entre nos compatriotes se sont livrés à cet exercice qui est aujourd'hui une arnaque au sens propre du terme, parce que My Gold de rêve, c'est pas seulement ici, j'ai vu également qu'il y a en Afrique de l'Ouest, même dans d'autres pays de l'Afrique centrale, notamment au Cameroun, les gens continuent à pleurer demain quand on est venu. Alors pourquoi la Banque centrale a-t-elle attendu que le pire arrive pour intervenir? Parce que pour exercer une activité financière, il faut avoir des licences, et c'est la Banque centrale qui accorde des licences aux institutions financières internationales. Donc aux institutions financières, et on ne pouvait pas accepter qu'une institution des finances s'installe d'abord, opère pendant des mois, et après, quand il y a grincement des dents, c'est en ce moment-là que la Banque centrale intervient. N'y a-t-il pas complicité au niveau de la Banque centrale du Congo? N'y a-t-il pas un laisser-faire ou un laisser-aller? Cette sorte de laxisme aujourd'hui qui a ruiné pratiquement les petits épargnants. Qu'est-ce qui arriverait pour tous ceux qui ont fait confiance à cette histoire? Mais qu'est-ce qui arriverait? Rappelez-vous qu'avec Deutsche Bank, les gens ont saisi la justice, ils ont saisi les institutions de la République, ils n'ont jamais obtenu gain de cause. Ce qui est arrivé avec Bindu dans les années Zaïre, jamais les épargnants n'ont obtenu gain de cause. Et récemment avec la BIAC, vous voyez que c'est toujours les mêmes sorts, donc ils n'ont que leurs yeux pour pleurer. Je ne pense pas qu'ils puissent obtenir gain de cause, parce que les gens qui ont installé cette structure mafieuse aujourd'hui
On a mis la main sur eux, même en mettant la main sur les auteurs de cette arnaque. Est-ce qu'on va rembourser l'argent des petits épargnants? J'ai vu que la structure ne s'est pas seulement limitée à Kinshasa, elle s'est aussi installée, elle s'est déployée dans les provinces de la RDC. Comment va-t-on faire pour rembourser l'argent de ces petits épargnants-là? Je ne crois pas à une solution en faveur de ceux qui se sont livrés à cet exercice. Donc ils se sont trompés, ils sont tombés dans les pièges de bonne foi. Bon, à raison ou à tort, on peut dire que les gens ont fait confiance à cette institution. Mais il faut aussi une sorte d'éveil de conscience et d'éducation financière de la part de nos compatriotes. Il ne suffit pas tout simplement que quelqu'un vous dise venez, si vous mettez $100, après 2 semaines, je vous donne 120 ou 140 $. Il faut vous poser la question sur la nature même de ces activités. Malheureusement, c'est le rôle de l'État, et dans une situation qui est la nôtre, les gens sont tentés par l'esprit du gain facile. Donc à moindre effort, vous allez vous donner 50 $, après 2, 3 jours, après 7 jours, vous avez les 70 $. Donc beaucoup de gens tombent justement dans ces pièges. Alors nous considérons que c'est un dossier à suivre. Nous allons l'exploiter au cours de notre prochain numéro. Alors revenons sur cette histoire de forces et faiblesses de l'inspection générale des finances. Nous sommes basés sur cette lettre ouverte adressée au président de la République par l'opérateur économique Lenny Ilondo, publiée d'ailleurs sur Africa News il y a quelques jours d'ailleurs. Alors, d'entrée de jeu, peut-on considérer cette lettre comme un procès, comme un acharnement contre l'inspection générale des finances? Cette hypothèse n'est pas totalement à exclure, parce que dès le départ, on a vu que quand l'inspection générale des finances a commencé le travail, il y a eu un tollé, un lever des boucliers. Donc ça soulevait un tollé. Pourquoi? Parce que depuis des années, on était habitué à la gestion opaque et désastreuse des finances de l'État. Dès lors qu'on veut remettre les choses sur les rails, il y a toujours des voix discordantes, et surtout de la part de ceux qui ont bénéficié de l'anesthésie de l'IGF depuis 2013. Donc ceux-là ne peuvent que se soulever. Mais on peut dire également, vous dites que c'est un procès. Ah oui, les irrégularités sont relevées par la Fédération des entreprises du Congo, c'est les syndicats des opérateurs privés. Donc l'IGF, dans ses missions, c'est l'audit, les contrôles, la vérification, la contre-vérification. Mais évidemment, il faudra préciser que cette lettre de Lenny Ilondo, en tant que membre de la FEC, n'engage pas la FEC. Dans son ensemble, mais derrière lui, il y a quand même certains opérateurs. Ah oui, mais vous savez que avant, c'est un peu le président de la Fédération des entreprises du Congo s'était déjà prononcé là-dessus. Rappelez-vous qu'Albert Youma avait animé un point de presse où il avait fustigé l'attitude de l'inspection générale des finances concernant la pomme de discorde qui est des exonérations illégales que la plupart ont bénéficié pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, est-ce que c'est dans la foulée? Mais on sait que l'IGF, c'est sous la tutelle directe du président de la République, même si dans la lettre ouverte de M. Ilondo Lenny Yenkoi, qui rappelle que c'est pour des raisons inavouées, parce que le régime précédent ne voulait pas que... On en parlera. Mais je reviens, mais il ne faut pas l'oublier qu'au niveau de la Fédération des entreprises du Congo, il ne faut pas non plus oublier que la position d'Albert Youma au niveau de la Fédération des entreprises du Congo peut aussi influencer le jeu. Parce que Youma, c'est les proches de l'ex-président et Kabila qui a joué ou qui continue à jouer un rôle important en ce qui concerne l'économie nationale. Donc cette attitude du président Tshisekedi qui remet le travail, qui remet l'inspection générale des finances au travail, peut
déchanté. Donc ça peut quand même gêner, parce qu'on sait ce qui s'est passé sur le plan économique et pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, les gens peuvent interpréter cela comme une sorte de chasse à l'homme ou bien une contre-vérification de tout ce qui s'est passé. Et Ilondo, qui s'inscrit également dans la même logique, on ne peut pas dire totalement que ce n'est pas une action concertée de la Fédération des entreprises du Congo, parce que lui-même, il s'est présenté comme opérateur économique et membre de la Fédération des entreprises du Congo. Il n'y a pas eu un contre-message de la part de la Fédération des entreprises du Congo pour désavouer la position ou la lettre ouverte de M. Ilondo pour dire voilà, il a rédigé à titre individuel et cela n'engage pas notre corporation. Et il a quand même le soutien moral de la FEC. Alors, précisons que la lettre porte essentiellement sur les exonérations. La décision du Conseil des ministres du 4 septembre dernier. Alors, pour des raisons pédagogiques, c'est quoi une exonération? Oui, une exonération, cela est prévu par la loi. Cela veut dire que pour les opérateurs économiques, ce sont des facilités que le gouvernement d'un État, le gouvernement d'un pays, l'État, accorde aux opérateurs économiques pour plusieurs raisons. On peut exonérer par exemple des produits de première nécessité pour ne pas créer la famine et faciliter la tâche aux opérateurs. Ça peut être aussi des allègements fiscaux pour permettre également aux opérateurs économiques d'exercer leurs activités sans difficulté, éviter par exemple la pénurie de certains produits considérés comme stratégiques ou les produits de première nécessité. Ça peut aussi être considéré comme une politique d'encouragement d'un État vis-à-vis de la concurrence déloyale ou loyale imposée par les étrangers, et ça peut être aussi une politique pour le gouvernement d'un pays de soutenir des initiatives nationales. Mais les exonérations ne concernent pas seulement que les opérateurs économiques. Les exonérations concernent aussi les ASBEL. Vous avez des ONG, des églises qui ne s'inscrivent pas clairement dans la logique lucrative, qui ne font pas le business, donc l'État peut faciliter la tâche, même pour nous également dans les médias. Si vous importez des papiers et que l'État estime que la presse a besoin des papiers ou nous avons besoin des appareils électroniques, l'État, pour favoriser ces initiatives ou votre investissement, peut exonérer. Y a-t-il des conditionnalités, y a-t-il des préalables, des critères, s'il faut les dire ainsi, pour bénéficier justement des exonérations? Il y a des critères. Des critères existent bel et bien. Et les conditions sont là. C'est déterminé d'ailleurs par la loi. Et c'est déterminé dans les cas, par exemple, d'Ilondo, il fait recours au décret du Premier ministre Matata en 2013 qui instaurait un certain nombre d'exonérations. Donc, cela est prévu par la loi, ce n'est pas une opération prise. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons qui pousse Ilondo à rédiger cette lettre ouverte adressée au président de la République, parce qu'il estime que la décision du Premier ministre Matata à l'époque, en 2013, n'a pas été abrogée par un autre décret. Donc, le travail de l'inspection générale des finances ou encore le rapport préliminaire de l'inspection générale des finances ne peut pas annuler une décision ou le décret du Premier ministre. On parlera justement. Il faudra un autre décret du Premier ministre pour annuler celui de 2013. Parallélisme de la forme. Alors, l'objet de la lettre porte sur les contre-vérités de l'inspection générale de finances, l'inspecteur général de finances, chef de service de l'IGF. Alors, Ilondo, l'opérateur économique, parle en premier lieu, la première anomalie, il dit l'imbroglio créé dans les procédures des exonérations dont les conséquences négatives sur la création de richesses. C'est-à-dire ces exonérations, cette façon de réagir sur les exonérations
déroge les richesses, déroge la croissance économique dans notre pays. Est-ce vrai? Ah oui, mais même quand c'est vrai que le problème est plus complexe qu'on le croit, mais avant le travail de l'inspection générale des finances relancé par le président Tshisekedi, l'économie de la RDC était-elle prospère parce qu'il y avait des exonérations? Non. Mais là n'est pas le problème. Ce qui gêne ou ce qui dérange les opérateurs économiques, et notamment Ilundo, c'est un peu cet imbroglio. L'imbroglio pour lui, il veut dire qu'il faut revenir à la légalité. Et je comprends son souci. Et d'ailleurs, il faut le dire, lui, il est dans une posture d'un syndicaliste. Partout à travers le monde, les hommes d'affaires sont ultra sensibles à la question du fisc. Beaucoup, même dans la plupart des pays développés, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, en France et partout ailleurs, les impositions ne sont pas toujours bien perçues par les hommes d'affaires. Les hommes d'affaires estiment que avec l'esprit libéral ou néolibéral, il faudra les laisser comme des électrons libres. Or, l'État a le rôle d'encadrement de ses richesses. L'État aussi a le rôle d'avoir les moyens de sa politique, et c'est à travers la perception des impôts et taxes qui est l'une des principales sources de revenus de l'État. Vous, en tant qu'expert, est-ce que vous pensez que cette démarche sur les exonérations peut avoir des incidences sur la création des richesses dans notre pays pour rencontrer cette première anomalie? C'est l'une des anomalies relevées par M. Ilundo, et on peut lui concéder. Il n'a pas totalement tort lorsqu'il invoque la question des importations. Vous savez que depuis des années, les opérateurs économiques de la RDC, je ne sais pas s'ils existent encore, parce que lorsque je regarde même la composition de la Fédération des entreprises du Congo, je vois très peu d'opérateurs économiques réellement congolais avec des capitaux. Et la plupart d'entre eux sont derrière les expats, et beaucoup aussi d'entre eux sont dans les secteurs privés. Si vous les écartez des structures, dans les structures étatiques, si vous les écartez des entreprises de l'État où ils sont PCA, membres du conseil d'administration, administrateurs, ainsi de suite, vous aurez difficile à cerner réellement les vrais investisseurs congolais. Je peux prendre un exemple simple. Aujourd'hui, on peut nous parler des opérateurs qui sont dans l'immobilier. Mais avoir un bâtiment à Kinshasa, un bâtiment à Goma ou à Mbandaka, cela, on ne peut pas considérer cela comme une entreprise immobilière au sens propre et strict du terme. Donc, rien que ces domaines-là, vous n'avez aucun opérateur économique dans le secteur de l'immobilier. Dans les transports aériens, combien de Congolais, depuis que Bimba Saoulona, avec d'heureuses mémoires, depuis que Sibé Zahir a disparu, est-ce que vous voyez encore les entrepreneurs congolais dans les secteurs de l'aviation? Personne n'est là. Donc, mais la question n'est pas là. La question, je prends l'exemple là où je suis d'accord peut-être qu'avec Ilundo, les importations, oui, c'est vrai que parce que même dans les décrets, il rappelle même dans sa lettre ouverte qu'avec la rencontre que le président de la République a eue l'année dernière avec les opérateurs économiques, les opérateurs économiques ont présenté au président Tshisekedi un certain nombre de préoccupations, et parmi les préoccupations, le soutien à l'industrie locale, le soutien à l'entrepreneuriat national, parce qu'on fait face aux importations, et les importations constituent une réelle menace pour les emplois et pour la production nationale. Sur ce point, il a raison. Et il cite même l'exemple. Et depuis des années, il n'y a pas seulement que lui, Jean Bamanissa, qui a investi dans la cimenterie avec PPC, se plaignait également. Rappelez-vous qu'à un certain moment, lorsque la SINAT et la SILU, les deux cimenteries qui étaient proches de la ville de Kinshasa ou qui alimentaient la partie ouest de la RDC, ont connu des problèmes. Donc les monopoles revenaient aux importateurs qui généralement sont des Libanais, des Chinois,
des Indiens, donc bref, des Asiatiques. Et cela a eu un impact très négatif sur l'industrie nationale. Donc cela n'a pas favorisé. Et même quand on importait, pourquoi? Parce que les entreprises basées en RDC faisaient face à plusieurs impôts et taxes, pendant que les importateurs ne payaient presque pas grand-chose à l'État et ils bénéficiaient des facilités. Donc ils n'engageaient presque pas des Congolais. Et vous regardez ce qu'ils payent, c'est totalement dérisoire. Et les prix, par exemple, cela a créé ce qu'on appelle un dumping. Donc cela a supplanté l'industrie du ciment national et a asphyxié nos entreprises qui étaient la Silou et la Sinat se sont retrouvées en difficulté et les importateurs ont continué à faire la loi. L'inspection générale des finances affirme par exemple que le trésor public perd 5 milliards de dollars du fait des exonérations. N'est-ce pas de l'exagération aussi? Bon, je constate que dans les anomalies relevées par M. Ilondoleni Yinkoy, il contredit également cette version des faits présentés par l'inspection générale des finances à travers l'inspecteur chef des services, M. Ilin. Mais nulle part où j'ai vu Ilondo présenter un autre chiffre, parce que quand vous contredisez, il dit 5 milliards, l'État perd chaque année 5 milliards à travers des exonérations illicites. J'ai vu également le ministre des Finances qui est intervenu, et puis il y a d'autres voix qui se sont élevées pour dire que ce n'était pas vrai, mais je n'ai pas vu non plus quelqu'un présenter d'autres données pour contredire les chiffres avancés par l'inspection générale des finances. Les doutes profitent donc à l'accusé. Donc, 34 missions à travers la République, mission de l'IGF justement pour enquêter, pour vérifier cette histoire des exonérations. Alors, selon Ilondo, cela affaiblit pratiquement l'industrie locale. Est-ce que l'IGF aussi ne dérange pas l'industrie locale? Non, mais cela peut se considérer également comme une fuite en avant. Parce que l'inspection générale des finances intervient dans les audits de ceux qui ont bénéficié de ces exonérations illégales. Okay. Voilà. Peut-être qu'Ilondo n'est pas dans ces cas. Il ne peut pas, il se sent, il est gêné par cette démarche parce que s'il n'a pas bénéficié des exonérations et qu'on met tout le monde ou tous les opérateurs économiques dans le même panier, il a pleinement le droit de se lever contre cette démarche s'il n'est pas bénéficiaire des exonérations illégales. Mais si on est bénéficiaire des exonérations illégales, bon, à ce moment-là, ça peut être une fuite en avant, ou bien ça peut constituer une sorte d'antidote, parce qu'on sait que l'inspection générale des finances ou le gouvernement, l'État congolais pourrait appliquer des redressements, voire des redressements et des pénalités. Et tous les opérateurs économiques sont ultra sensibles à ce genre de pratiques, qui sont par ailleurs légales. Mais justement, est-ce que vous pensez que l'industrie locale en République démocratique du Congo existe-t-elle réellement? L'industrie locale... Parce que dans cette lettre, il revient essentiellement sur l'industrie locale. Alors finalement, est-ce que cette industrie existe? L'industrie locale, on ne peut pas dire que nous n'avons rien. Non, c'est vrai que tout ce que la RDC consomme, je peux dire 90%, ce sont des importations. Okay. Et tout ce que nous pouvons produire, c'est exporté à l'état brut. Mais quelques industries existent. J'ai cité ici l'initiative de Jean Bamanissa. Ça existe. Il y a aussi d'autres hommes d'affaires qui, d'autres affaires, même si ils ne sont pas assez florissants, mais l'industrie locale existe. Et c'est cette industrie qu'il faut... Pourquoi on parle des petites et moyennes entreprises? Si, par exemple, on n'a pas des grandes entreprises dans des investissements, avec des investissements lourds, mais on ne peut pas dire non plus que les Congolais n'ont rien. L'industrie locale existe bel et bien, mais à notre façon, à la manière congolaise. Alors, quelle est la bonne recette, la bonne mesure? La suspension, l'annulation pure et simple des exonérations, ou il fallait peut-être alléger les choses?
Non, on ne peut pas. Les exonérations existeront toujours et elles sont légales. Et dans les cas de la RDC, elles sont déterminées par les textes légaux. Et je comprends bien la colère, parce que je vois même la lettre de M. Ilundo, c'est un peu en des termes discourtois. Je comprends sa colère, le degré de sa colère. Parce que si on n'est pas concerné par les exonérations illicites et qu'on vous met dans le même panier avec ceux ayant bénéficié des exonérations illégales, il a tout à fait raison. Voilà, il a tout à fait raison d'hausser la voix pour fustiger l'attitude de l'IGF. Mais maintenant, en revenant à votre question, les exonérations doivent exister. Mais l'IGF non plus ne dit pas, elle ne demande pas, elle n'exige pas la fin des exonérations. Elle demande plutôt, et les propose, d'ailleurs c'est l'objet même de la lettre, l'une des anomalies, et elle les propose au gouvernement la fin des exonérations illicites qui font perdre à l'État des milliards susmentionnés. Mais qu'est-ce que vous appelez exonération illicite? Exonération illicite, c'est-à-dire ce qui n'est pas prévu par la loi. Si ce n'est pas prévu par la loi, cela entre dans les domaines de l'illégalité. Quand c'est prévu par la loi, ce n'est pas illégal. J'ai cité les cas des églises, j'ai cité les cas des ONG. Mais il s'est fait que, même dans les cas, il n'y a pas seulement que celle-là, il n'y a pas seulement que ces composantes qui bénéficient des exonérations. Même les entreprises, j'ai cité les cas ici pour les produits stratégiques ou les produits de première nécessité. La farine de blé ou la farine de froment, on l'importe. Mais s'il y a carence, il y a par exemple des conditions climatiques qui frappent des catastrophes naturelles, qui frappent l'Égypte ou l'Australie ou les États-Unis, des grands pays producteurs de la farine de froment, l'État peut accorder des exonérations aux opérateurs pour faciliter des importations afin de ne pas créer une crise parce qu'il s'agit d'un produit de première nécessité. On aurait dû faire la part des choses, scinder en deux par exemple le groupe de bénéficiaires, ceux qui sont illicites et ceux peut-être qui se... Mais c'est ça la démarche. C'est ça la démarche de l'inspection générale des finances. Et ce n'est pas l'inspection générale des finances qui modifie la décision. Et d'ailleurs, c'est l'argument de taille, c'est un argument de taille pour M. Ilundo, qui estime que une enquête parmi les anomalies, parce qu'il relève également l'anomalie sur une enquête préliminaire, il dit, mais au regard des missions assignées à l'inspection générale des finances, ce n'est pas un rapport préliminaire et provisoire qui doit motiver, qui doit annuler une décision officielle prise par le gouvernement concernant les exonérations. Donc ce rapport a été soumis. Et il relève même, il va encore plus loin pour dire, la démarche de l'inspection générale des finances n'est pas légale. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un rapport préliminaire. Pourquoi l'IGF ne présente-t-elle pas un rapport définitif au gouvernement? Et il ne revient pas non plus à l'IGF de dire stop aux exonérations. C'est sur décision du gouvernement délibéré en Conseil des ministres, un autre décret qui doit stopper des exonérations illicites, qui doit arrêter, donc qui doit abroger l'ancien décret. À ce moment-là, la démarche est fondée. Mais quand l'IGF, parce qu'il condamne même les apparitions médiatiques. Alors là, on peut se permettre de dire clairement que l'IGF n'est pas compétente en la matière. Non, ce n'est pas. L'IGF n'est pas compétente en la matière. Pour annuler une décision, une décision légale. L'IGF fait des audits. L'IGF fait des contrôles, fait des vérifications, des contre-vérifications. Il prend ses recommandations, il les suggère, il les soumet au président de la République. Les rapports, il les soumet au président de la République parce que l'autorité de tutelle, c'est le président de la République. Et le président de la République discute avec le gouvernement sur l'opportunité ou pas de revenir, de prendre telle ou telle décision. Là, Ilundo rappelle tout simplement les principes élémentaires pour dire voilà, si vous voulez annuler le décret de 2013, revenez. Mais ce n'est pas tout simple, parce que même le rapport du Conseil des comptes est rendu, voilà, les comptes est rendu du Conseil des ministres, du 47e Conseil
de ministre le 4 septembre que le gouvernement a reçu un rapport préliminaire et le gouvernement va se pencher. Mais le gouvernement, à travers le Premier ministre, n'a pas pris la décision qui annule l'ancien décret qui consacrait plusieurs exonérations. Donc l'IGF est allé vite en besoin. Mais là, bon, je ne sais pas si l'IGF est allé vite en besoin. En se fondant juste sur le compte rendu. Oui, mais c'est-à-dire que l'IGF ne peut pas aller vite en besogne. L'IGF n'a pas ce pouvoir d'annuler le décret du Premier ministre. Mais l'IGF fait la proposition à l'autorité compétente. Bon, maintenant, ce qui gêne Ilondo, c'est un peu cette saga médiatique qui... mais Gabi Koupa, ce qui générait, selon l'esprit de cette lettre, vous l'avez si bien expliqué, le gouvernement, le 47e Conseil des ministres, c'est vrai, a levé l'option au regard du compte rendu, mais il n'y a pas encore formalisation. Non, il n'y a pas une décision. Alors, comment se fait-il que l'IGF pouvait se fonder sur un simple compte rendu? C'est ce qui dérange. Non, ce n'est pas l'IGF qui se fonde sur les comptes rendus. L'IGF, peut-être qu'à travers ses interventions médiatiques, a gêné certaines personnes, dont M. Ilondo, qui estime que ce n'est pas la médiatisation des actions de l'IGF ne peut pas fonder son action. Donc son action est dépendante de celle du gouvernement. Elle fait ses investigations, bien sûr, mais elle fait des propositions à l'autorité compétente qui doit prendre la décision. Mais je comprends aussi le travail de l'IGF, c'est aussi un travail de dissuasion. Mais entre nous, dans un pays où il y a très peu de gens qui payent les impôts et taxes, et on connaît tant bien même que l'on paye des impôts et taxes, comment elles sont gérées. Parce que le travail de l'IGF ne consiste pas à enquêter auprès des entreprises privées d'abord. Non, parce que la FEC, c'est une corporation des entreprises privées. La mission de juillet initiée par le président Tshisekedi en juillet, confiée à l'IGF, c'est la mission d'encadrement des recettes dans les régies financières. C'est lorsqu'il y a aussi des anomalies de l'autre côté. L'IGF constate qu'il y a des anomalies dans la perception des impôts et taxes au niveau des régies financières, notamment la DGRAD, la DGA, la DGI. Bon, elle peut étendre ses actions sur les secteurs pour résoudre des conformités. Ce qu'on a publié, est-ce que c'est conforme à ce qui est déclaré? Mais aussi tous les services de l'État, vous voyez aussi, même le ministère de la Santé et consorts, des fonds alloués un peu partout. Donc c'est aussi le travail de l'IGF. L'IGF, c'est quand même la grande muette, non? Selon l'esprit de l'ordonnance de 1987 et tel que modifiée en 2004, mais on a l'impression que Jules Alinguetti parle beaucoup, là. Non. Nulle part où il est dit dans cette ordonnance que l'inspection générale des finances ne peut pas se confier aux médias. Nulle part. Quelle est la disposition qui interdit à Jules Alinguetti Nkei de se prêter aux médias? Et ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Mais je comprends aussi qu'il y fait un travail d'anticipation et de dissuasion. C'est quand même révoltant de voir que dans un pays comme la RDC, où les finances publiques ne représentent absolument rien, vous n'avez qu'à voir les recettes de l'État et les dépenses de l'État, il n'y a presque pas grand-chose. Et plus de 1300 exonérations. Mais c'est choquant. À ce moment-là, qu'est-ce qui reste encore? C'est que lui donne quand même le kilo de sortir de ses attributions, de ses compétences. Non, il n'est pas sorti de ses attributions parce que même lui ne peut pas écrire, par exemple, il ne peut pas s'adresser aux régies financières pour dire stop. Non, c'est le décret du Premier ministre qui doit le faire. Donc il ne l'a pas fait. Et ce n'est pas à lui non plus de dire d'aller demander aux opérateurs économiques pour leur dire voilà, bon, désormais, plus d'exonération pour vous. Il fait ses propositions à la hiérarchie et c'est l'autorité compétente qui doit décider. Je ne comprends pas pourquoi il y a des agitations aussi à ce niveau. Trop de faits d'annonce. Hein? Est-ce que l'IGF, vous avez dit qu'il ne doit pas rester muet, mais est-ce qu'il peut se permettre quand même de concevoir des spots et puis de faire passer des messages à la télévision, par exemple? Mais ce qui n'est pas comme le tout dernier spot qui a dérangé un groupe de journalistes. Oui, mais cela ne m'a pas gêné.
les spots de l'IGF. Lorsqu'on dit, bon, j'ai entendu des gens, des voix s'élever pour dire, voilà, c'est comme si on accusait les responsables de l'État d'être des détourneurs. Mais regardez, ce matin, j'ai eu c'est pratiquement toute la semaine, j'ai longuement échangé avec le professeur Grégoire Bakandeja Wampungu, que vous connaissez bien, spécialiste du droit éco, et il vient de publier un ouvrage sur les finances publiques. Voilà, les finances publiques en RDC, la longue croisade pour une gouvernance financière débarrassé de la corruption et du détournement de deniers publics. Un ouvrage assez provocateur et assez évocateur. Et le professeur Bakandeja n'est pas n'importe qui, il n'est pas seulement un théoricien qui enseigne, c'est aussi un praticien, ancien ministre de l'économie, petites et moyennes entreprises, ancien président du conseil d'administration de la Banque centrale du Congo, et ancien député national. Donc, il est consultant dans plusieurs structures, dans les organisations internationales. Donc, Bakandeja, c'est ce qu'il dit. Et quand vous posez cette question pour fustiger les spots, mais quand on parle des finances publiques, qui les gère et qui les détourne? Pourquoi on parle de la corruption et du détournement? Ceux qui détournent sont des responsables de l'État. Vous et moi, qui n'avons jamais géré et qui n'avons pas une mainmise sur ces finances publiques, nous n'avons aucune possibilité de détourner. Donc, les spots a tout son sens. Parce que les auteurs, même dans les rapports de l'IGF, est-ce que vous avez entendu dans les rapports de l'IGF préliminaires, soit-il, avez-vous vu là où il est mentionné les noms d'un journaliste, d'un organe privé, comme vous et moi, qui aurait détourné une quelconque somme ou qui aurait accordé des exonérations à X ou à Y? Non. Et même dans les exonérations, c'est parce que vous posez cette question. Donc, dans ces exonérations, savez-vous que même les églises, les ASBL, qui étaient censés ne pas faire le business, est-ce que vous savez qu'il y a aussi des ASBL qui font aussi le business, mais qui bénéficient? En quoi votre boutique? Vous êtes pasteur, vous êtes membre d'une ONG, mais vous avez par exemple des bus qui font les transports en commun, mais vous les importez au nom de votre église, au nom de votre ASBL. Mais on fait les business et vous bénéficiez des exonérations. Ça, c'est de la tricherie. Vous volez l'État et ceux qui accordent ces exonérations sont des responsables de l'État. Donc, le spot de l'IGF a tout son sens de pointer du doigt les responsables de l'État qui entretiennent la corruption et le détournement des deniers publics. Alors, terminons en parlant du statut justement de l'IGF qui relève, vous l'avez dit, du président de la République en tant qu'institution. Mais pourquoi pas le ministère des Finances? D'ailleurs, au départ, c'était cela. L'IGF est moins à mon humble avis, peut-être que Ilondo a une voix, Ilondo a une voix qui porte, il est plus écouté. Mais moi, depuis des années, je l'ai toujours dit, l'inspection générale des finances devrait être sous la tutelle du ministère des Finances. Et il l'a été. Et d'ailleurs, Ilondo l'a dit, c'est à un certain moment dans les années 2004 que les proches de l'ancien président de la République, et on sait qui était président de la République à l'époque, pour ne pas faire face à ce travail de contrôle et de vérification, ont préféré placer l'inspection générale des finances sous la tutelle, sous l'autorité directe du président de la République. À ce moment-là, ils ont la possibilité de s'échapper à son travail et ils l'ont placé sous leur contrôle direct. En réalité, c'est une sorte d'anesthésie. On a anesthésié cela. Et alors, pour revenir aussi à votre question, pourquoi ne pas le placer? Et Ilondo continue. Il dit, bon, au regard de la constitution de la République démocratique du Congo de 2006, qui place les services administratifs sous la tutelle du gouvernement, il est bon. Et il aurait été intéressant également pour l'IGF de dire au président de la République que la Constitution ne nous permet pas de nous placer sous votre tutelle directe. Maintenant, nous pouvons être sous la tutelle du gouvernement de la République. Mais je me pose la question. Ilondo, aujourd'hui, se réveille. Il évoque cette disposition constitutionnelle. Mais pendant tout ce temps, pourquoi ne l'a-t-il pas rappelé à l'IGF de demander au président Kabila de remettre la tutelle de l'IGF au ministère des Finances?
Et que conseillerez-vous à Félix Tshisekedi, l'actuel président? Faudra-t-il retourner l'IGF sous la tutelle du ministère des Finances ou la garder? Que l'on retourne l'IGF sous la tutelle du président de la République, sous la tutelle du ministère des Finances ou du ministre des Finances, qu'on la garde sous les formats actuels. Le plus intéressant pour moi, c'est l'obligation des résultats. Est-ce que l'IGF placé sous la tutelle du ministère des Finances peut produire des résultats en faveur des finances publiques? Est-ce que l'IGF sous la tutelle du président de la République peut produire un travail de qualité en faveur des finances publiques? Voilà ce qui m'intéresse. Mais soyons légalistes. Donc il faut voir les textes qui régissent la République démocratique du Congo, mais les plus importants, ce n'est pas des beaux textes existent. Mais quels sont les résultats? Même les exonérations tant décriées. Mais c'est légal, non? Mais pourquoi on parle des exonérations illicites? Parce que c'est celles qui sont illicites qui énervent certaines personnes. Et l'IGF s'attaque à ces exonérations illicites. Mais l'IGF vous présente les chiffres de 5 milliards. Mais nous attendons que les autres disent non. Ce n'est pas 5 milliards, c'est 1 million de dollars. Personne n'apporte ces chiffres. Alors, terminons en disant, est-ce que ce processus d'annulation des exonérations va-t-il aider l'économie congolaise à refaire surface, ou ça va enterrer pratiquement l'économie et l'industrie locale? On ne peut pas focaliser notre attention sur cela. L'économie, même si il y avait zéro exonération illicite, dans les contextes congolais, nous n'avons pas une économie florissante et dynamique. Et continuer aussi avec un nombre astronomique d'exonérations. La santé de notre économie ne dépend pas des exonérations. Mais ça n'a rien à voir. Non, ce n'est pas que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Quand on parle du manque à gagner pour l'État, cela veut dire que ça a un impact négatif, ces exonérations. Mais on ne peut pas non plus focaliser l'attention rien que sur les exonérations, tout en oubliant d'autres aspects. Donc il faut travailler. Le problème est plus complexe, mais il faut aller, c'est un problème structurel et un problème systémique. Donc il faut travailler sur tous les aspects, équilibrés. Donc dire les exonérations, oui, mais quelles sont les exonérations les plus importantes en faveur du pays? Quelles sont les exonérations dont on parle par l'IGF? L'IGF n'est pas contre toutes les exonérations. C'est seulement celles illicites. Et je l'ai illustré à travers des exonérations illicites. Vous avez vu, mais allez tout simplement à Loufou. Vous êtes importateur, par exemple, du ciment. Ou vous allez à Matadi, à Boma, tout ça, ou encore à Kasumbalesa. Vous êtes importateur des véhicules d'occasion. Mais ce qui entre à l'intérieur des véhicules d'occasion, est-ce que c'est taxé? Pourquoi ce n'est pas taxé? Vous êtes un opérateur, vous investissez dans le secteur du bois à l'Équateur. L'État vous dit, bon, ça va, pour que vous puissiez importer des tronçonneuses de la Chine, des États-Unis ou de la France, et pour favoriser cette exploitation forestière, nous, on vous accorde des exonérations d'autant. Mais le matelas que vous exportez, que vous importez, et le frigo que vous utilisez, est-ce que ça concerne également les activités de l'exploitation forestière dans les Maïndombe ou à l'Équateur? Pourquoi on ne peut pas taxer cela? Donc jusqu'à preuve du contraire, l'IGF est dans les bons. L'IGF est dans les bons. Et l'IGF doit continuer son travail. Il ne dérange pas les opérateurs. L'IGF, s'il y a des dérives, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Et là, on peut encourager la démarche d'Ilondo, qui estime que quand on est... qui doit arrêter les contrôleurs et qui doit contrôler les contrôleurs? L'IGF contrôle les autres. Mais si l'IGF déraille, l'IGF va à côté de ses missions principales. Les institutions existent. Je pense que dans les cas, par exemple, d'Ilondo, Leni Nkei, qui estime que la démarche à travers les anomalies
qu'il a soulevées, les anomalies qu'il a relevées dans sa lettre ouverte qui ressemble en réalité à une gâterie, il peut saisir les institutions compétentes pour trancher, et les lois de la République sont claires. Personne ne peut lui en vouloir concernant une démarche légale qu'il doit mener contre l'IGF. Gabi Kouba, merci. C'est moi qui vous remercie. Voilà, je rappelle que vous êtes journaliste économique, expert d'ailleurs dans cette chronique consacrée à l'économie et finances sur Canal Kin Télévision. Il était question justement de 6 anomalies relevées dans la lettre ouverte adressée au chef de l'État par Ilondoleni Yenkoy, qui est opérateur économique, membre de la FEC, qui fustige justement ce qu'on peut considérer comme un excès de zèle de la part de l'inspection générale des finances quant à la question des exonérations. Merci, vous étiez nombreux à nous suivre et nous attendrons également vos observations par rapport à cette émission. Merci de votre fidélité. Les programmes continuent sur Canal Kin Télévision. Au revoir.